dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. On le dira jamais assez, 306e jour aujourd'hui depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une agression étrangère dans sa partie orientale. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de ce coin du pays. La loi des finances exercice 2013 est désormais rendue publique. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient de promulguer cette loi depuis Katanga où il séjourne. Des précisions avec André Ngoueshkatot. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en séjour à Lubumbashi, a promulgué le 1er février 2013 la loi des finances pour l'exercice 2013, dont voici la teneur. Loi des finances numéro 13/009 du 1er février 2013 pour l'exercice 2013. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie. Des dispositions générales. Article 1er. La présente loi s'applique aux finances du pouvoir central. Elle contient des dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2013 et fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la loi, à la Constitution et à la loi numéro 11/001 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Article 2. Les recettes et les dépenses du pouvoir central de l'exercice 2013 ainsi que les opérations de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3. Les recettes et les dépenses inscrites au budget du pouvoir central de l'exercice 2013 sont fixées conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Le budget du pouvoir central est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Deuxième partie, des dispositions spécifiques aux recettes. Article 4. Les recettes de l'exercice 2013 sont constituées des ressources internes et des ressources extérieures classifiées par nature conformément à l'article 34 de la loi relative aux finances publiques. Article 5. Toute demande d'exonération des droits des douanes, des impôts et taxes fiscales, création, modification d'un impôt ou d'une taxe fiscale ou parafiscale doit recevoir l'approbation préalable du ministre en charge des Finances. La République démocratique du Congo et le Sud-Soudan, ces deux pays préconisent le dialogue pour faire face aux défis de pauvreté et de l'insécurité. L'idée vient de l'ambassadeur du Sud-Soudan, Martin Kamis Tabia, alors qu'il s'entretenait avec Jean-Pierre Lola Kisanga, rapporteur adjoint du Sénat. Ces deux personnalités proposent également la création d'un groupe d'amitié entre les deux parlements, Bertin Kofoïsaoso et John Kayumba. La République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud ont des défis communs à relever, combattre la pauvreté et lutter contre l'insécurité dans les deux pays. Le rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Pierre Lola Kisanga, en a débattu ce lundi 4 février 2013 dans son bureau avec l'ambassadeur du Soudan du Sud, Martin Kamis Tabia. Pour combattre la pauvreté, nous avons jugé bon de sensibiliser la population du Soudan du Sud ainsi que de la RDC, et ça leur permettra aussi de faire leur business dans la paix. Ceux qui sont du côté de la RDC peuvent aller à Djouba, et ceux de Djouba peuvent aussi venir à notre pays pour vendre leurs produits agricoles sans problème. Jean-Pierre Lola Kisanga a proposé 3 axes pour y parvenir. La coopération parlementaire avec un cadre comme le Forum des parlements de la CIRGL, auquel les délégués de ce nouvel État ont pris part à Kinshasa, la coopération économique avec la mise en place d'un projet agro-pastoral
et la coopération sécuritaire. Le seul mécanisme, c'est le dialogue. C'est dans cet esprit qu'il faudra créer le groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays pour un échange d'expériences. Le Soudan du Sud étant enclavé, souhaite avoir une ouverture sur l'océan Atlantique. Il tient beaucoup au projet de réhabilitation du port de Kisangani. Au chapitre de la Défense, le vice-premier ministre Alexandre Louba a échangé avec le chef de la mission ESSEC en toile de fond la mise sur pied du programme 2013 de la mission d'assistance et de conseil de l'Union européenne. Bien avant, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été rassuré par la ministre néerlandaise de la coopération au développement de la volonté de son peuple d'accompagner le peuple congolais vers un avenir meilleur. Félix Zalometi-Dantou. Le peuple néerlandais est prêt à accompagner le peuple congolais vers un futur paisible. Cette déclaration est de Mme Liliane Ploumen, ministre de la Coopération au développement et du commerce extérieur de Pays-Bas. C'était au terme du séance de travail ce lundi avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Alexandre Louba-Ntambo. Cet instant a permis aussi au vice-premier ministre Louba d'expliquer à son hôte de marque les différentes étapes de la réforme des FARDC. C'est avant d'échanger sur la coopération entre Kinshasa et Amsterdam dans le domaine militaire. Je vais nous excuser pour quelques soucis techniques. Après avoir échangé avec le vice-premier ministre de la Défense, la ministre néerlandaise du Commerce extérieur a eu une séance de travail avec son homologue congolais Jean-Paul Nemoyato. Ils ont porté leur regard sur les mécanismes d'échange entre les entrepreneurs congolais et néerlandais. Un récit de Pierre Mbouyoussaïdi. La ministre néerlandaise de la coopération au développement et du commerce extérieur, Mme Liliane Ploumen, vient d'échanger avec le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato Baguebole, autour de certaines priorités économiques de la République démocratique du Congo. J'ai expliqué le fait que la cotation qui était faite au cours de l'exercice 2012 n'était pas bonne. Le gouvernement est conscient de ce problème au point que sur le plan institutionnel, il y a le ministre du Plan, et moi-même qui sommes en train de travailler en collaboration avec les autres ministres sur cette question d'amélioration du climat des affaires. Convaincue par ces avancées significatives, la ministre néerlandaise a souhaité le renforcement des échanges fructueux entre des opérateurs et partenaires économiques des deux pays. Une discussion fructueuse avec son Excellence Monsieur le Ministre. Nous avons discuté sur l'aspect de Doing Business. Nos entrepreneurs aux Pays-Bas recherchent les opportunités d'investissement en Afrique, particulièrement en RDC. Et nous avons discuté de cet aspect avec le ministre qui m'a dit que le Congo est en train d'améliorer les conditions d'investissement et donc de Doing Business. Au nom de l'hospitalité légendaire de la RDC, le ministre Jean-Paul Nemoyato a offert à son hôte de marque un présent. Une façon pour ses membres du gouvernement de souhaiter à son homologue et à toute sa délégation un fructueux séjour de travail en République démocratique du Congo. Un protocole d'accord sur les questions de migration vient d'être scellé aujourd'hui par le ministre congolais de l'Intérieur et celle de la Justice et Police de la Suisse. La cérémonie a eu lieu au ministère de l'Intérieur. Le contenu de cet accord dans ce reportage signé Oscar Balkaï et Youssef Fapiti. Des marques chez le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mans. La délégation de la ministre helvétique de la Justice et de la police, Mme Simonetta Sommaruga, est venue sceller un accord de coopération sur des questions d'immigration, notamment les mouvements des populations entre les deux pays, cérémonie organisée devant les responsables des services de sécurité, dont ceux de la Direction générale des migrations. C'est un accord de coopération dans la migration. Ça veut dire qu'on a une coopération pour tous les Congolais, par exemple, qui viennent en Suisse, qui vont rentrer dans leur pays. Alors on leur soutient aussi, mais c'est surtout aussi une coopération dans le domaine de l'information et de sensibilisation, parce que souvent
Je pense qu'au Congo, il y a des jeunes gens qui pensent que c'est très facile d'aller en Europe et de trouver un travail. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Alors je crois que cette information, c'est important à donner, que la migration irrégulière, c'est quelque chose de très dangereux aussi, et que c'est plutôt par une collaboration où on essaie de donner une perspective aux jeunes ici dans le pays, que c'est mieux pour eux que de venir, de faire tout un trajet en Europe qui est souvent très dangereux aussi. Cet accord de coopération renforce ainsi les liens qui existent déjà entre la Confédération helvétique et la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une coopération importante, étant donné que dans l'espace qui est le nôtre, nous partageons les frontières avec 9 pays et qu'il était important de bénéficier de l'expérience de la Suisse pour gérer efficacement ce secteur sensible. Pour sceller ces bonnes relations de coopération bilatérale, les deux personnalités ont échangé des cadeaux, symboles d'amitié entre les deux pays, le tout ponctué par une photo de famille. La mise sur pied d'une zone tampon, le déploiement de la force internationale neutre dans l'Est de la République démocratique du Congo, voilà autant de sujets abordés par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mons, avec une délégation de la SADC en séjour à Kinshasa. Mireille Ndeke Youssef Abedi. Une forte délégation de la SADC venue s'informer à la source sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a été reçue par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej. Cet éclairage permettra à cette composante civile et police de la force d'attente de la SADC de mieux cerner les questions importantes avant leur intervention dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette composante émet le vœu de déployer une force neutre dans les régions concernées, c'est-à-dire le Nord et le Sud Kivu, afin de mieux sécuriser les populations. Ok, nous sommes ici comme composante civile et police pour apprendre, être mis à jour par les gens qui sont sur le terrain en RDC, pour que nous, de notre côté, comme la SADC, nous sachions comment on peut mieux intervenir dans cette situation en RDC. Pour le ministre Richard Mouyej, cette idée est une nécessité et une urgence dans la mesure où le M23, soutenu par le Rwanda, a causé des dégâts énormes en RDC. C'est dans cette optique que Mme Berthe Nzinga, présidente nationale du Comité national des réfugiés en RDC, a fait état de la situation humanitaire sur place dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des populations. Le commissaire général adjoint de la police, le général Alongia, a à son tour démontré quelques dispositions prises par la police pour sécuriser la partie. Il souhaite que le nombre de policiers est moindre, il faut donc accroître ce nombre avec une logistique de taille. Le ministre Richard Mouyej, très heureux, estime que cette rencontre entre les deux parties prouve un élan de solidarité et de famille. Kinshasa accueille depuis ce matin la 18e conférence annuelle IT Forum des banques centrales de la SADC. Pendant 5 jours, les gouverneurs et experts informatiques de la SADC vont plancher sur les procédés de conception des technologies financières pour communiquer en temps réel et échanger des informations en toute quiétude avec les banques centrales de la SADC. Travaux ouverts ce matin par Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Guéti Omatuko. Les patrons et experts en informatique des banques centrales des pays membres de la SADC sont à Kinshasa pour uniformiser à l'aide de l'informatique leurs technologies dans le domaine financier. Ces technologies, basées sur le réseau informatique, permettront l'échange des données et l'amélioration de la communication en temps réel entre différentes banques centrales de la sous-région de la SADC. La 18e conférence annuelle IT Forum des banques centrales de la SADC, ouverte par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, a récompensé les mérites d'Edouard Makwaya de la Banque centrale de la Tanzanie, l'un des fondateurs de l'IT Forum, l'organisation de la SADC chargée des questions relatives à l'informatique, qui a décidé de mettre fin à sa carrière d'expert informatique des banques centrales de la SADC. Martin Loussamba, directeur du service informatique de la BCC, salue l'avènement de ces assises qui boosteront le système informatique des banques centrales de la SADC. Ici au Congo, on a choisi 2 thèmes. Le premier thème, c'est l'interopérabilité. On voit l'interbancarité de nos systèmes au niveau de la sous-région. Et le deuxième thème,
c'est l'inclusion financière. On voit pour chaque économie quelle est sa capacité à résoudre les problèmes des populations rurales pour que ces populations rentrent dans le secteur bancaire. C'est sur ces deux sujets-là que nous allons focaliser notre attention. Et puis ce communiqué de la DGI, la Direction générale des impôts appelle l'attention des redevables du précompte de l'impôt sur les bénéfices et profits, précompte BIC, sur le fait que ce prélèvement demeure obligatoire jusqu'à nouvel ordre à l'occasion des ventes effectuées par les grossistes ainsi qu'au moment du paiement des factures en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers, conformément à la loi numéro 006/3 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits tels que modifiés et complétés à ce jour. À cet effet, elle rappelle à tous les redevables du précompte BIC que l'échéance afférente au paiement des obligations du mois de janvier 2013 tombe ce mardi 5 février 2013. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Ce communiqué est signé Charles Mukwanga, directeur général adjoint. Comment aboutir à un taux de scolarisation de 100% au niveau primaire? Eh bien, gouvernement et partenaires de l'enseignement ont échangé sur cette question en vue de produire un document qui sera ensuite présenté à Washington par le ministre Maker Mwangou. Jean-Pierre Tchibangou et Mamia Sakabobe nous en parlent. L'initiative Éducation d'abord, mise en place par les secrétaires généraux des Nations Unies, veut intégrer la République démocratique du Congo dans un processus accéléré en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Et pour y arriver, la République démocratique du Congo devra répondre à un certain nombre de questions dont combien d'élèves faut-il pour aboutir à un taux de 100% de scolarisation au niveau primaire? Combien d'enseignants faut-il pour encadrer ces élèves? Quel est le coût global? Quelles solutions pour scolariser les enfants dans les zones de conflit? C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République, représenté d'une part par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel et le vice-ministre des Finances, et d'autre part par le partenaire conduit par la représentante de l'UNICEF en RDC, ont échangé sur les documents à soumettre lors de la prochaine réunion de la Banque mondiale qui interviendra au mois d'avril à Washington. Nous avons été contactés par l'équipe du secrétaire général pour engager un dialogue avec évidemment le ministre de l'Éducation mais aussi le ministre des Finances pour voir comment ensemble on peut, avec les autres partenaires qui sont toujours à côté du ministre de l'Éducation, comment on peut élaborer un plan stratégique pour faire plus, passer à une autre vitesse pour assurer que tous les enfants puissent aller à l'école et puissent avoir un apprentissage de qualité. Dissiper les mythes et les préjugés sur le cancer, c'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, le ministre de la Santé a adressé un message à la nation pour une prise de conscience de cette maladie. Virginie Lofembe. Une interpellation nous est faite cette année par un thème très évocateur, à savoir le cancer. Le saviez-vous? Le cancer est un fléau mondial qui n'épargne personne du fait de son âge, de son sexe, de sa race, de sa religion, de son état de richesse ou de son état de pauvreté. Du fait de la mortalité élevée et des souffrances humaines multiformes, cette maladie impose aux malades et à leurs proches, du fait des coûts élevés et des ressources souvent insuffisantes pour sa prise en charge, le cancer constitue un problème majeur de santé publique. Cette triste réalité qu'est le cancer n'est pas le résultat d'une cause unique. Le cancer découle de la conjonction de plusieurs facteurs dont certains sont évitables, tels que le tabac, les abus dans la consommation d'alcool, l'exposition aux infections telles que le VIH-Sida, l'infection à l'hépatite B et à l'hépatite C,
ainsi que l'infection par le papillomavirus. Les chances de guérison sont importantes quand la maladie est découverte à ses débuts grâce au dépistage et moyennant un traitement adéquat. Le gouvernement de la République réfléchit à la mise en place d'une politique nationale de lutte contre le cancer et à l'établissement d'un centre national de lutte contre le cancer pour coordonner tous les aspects de lutte contre ce fléau. Invité du journal télévisé de 13h30 sur la RTNC, le président de la Ligue nationale contre le cancer, Dr Soulou, rassure qu'il est possible de soigner et de guérir le cancer en République démocratique du Congo, mais à condition de dépister cette maladie à temps. Suivons un extrait de sa déclaration. On peut en guérir, mais il faut le diagnostiquer très tôt grâce au dépistage. Ce qui est vrai, c'est que dans notre pays, il est bien possible de prendre en charge le cancer. Le cancer, bien sûr, se soigne par la chirurgie. Il y a bien de médecins dans notre pays, par des médicaments, donc ce que nous appelons la chimiothérapie. Les médicaments existent, sinon on les importe. Le cancer se soigne par la radiothérapie et il y a au moins un équipement dans le pays. Donc, il est possible de pouvoir prendre en charge le cancer chez nous. Hélas, 80% des malades cancéreux décèdent parce que tout simplement ils arrivent tard. Le cancer ne peut se soigner qu'à ses premiers stades. Pourquoi ces patients arrivent à ce stade-là, où on ne peut plus les soigner dans le but de guérir, si ce ne sont que des soins qu'on appelle des soins palliatifs, pour au moins amender les souffrances? Les malades arrivent à des stades comme ça, parce qu'on explique à ces patients qu'on ne peut pas guérir le cancer, que le cancer c'est un sort qui est jeté à quelqu'un, que le cancer est dû à la sorcellerie. Donc il faut aller voir tel ou tel, pour que vous soyez exorcisé, comme on dit, du sort qui vous a été jeté. Tout ça ne fait que retarder la prise en charge contre le cancer. Donc il s'agit des mythes. La population, chez nous, pense que je suis pauvre, donc je ne peux pas avoir le cancer. Je suis jeune, donc je ne peux pas avoir le cancer. Je ne suis pas blanc, donc je ne peux pas être atteint par le cancer. Tout cela, ce sont des mythes. La journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée sous le thème « Le cancer, le savez-vous » Eh bien, la RTNC vous propose demain mardi, après le journal télévisé de 20h, une émission spéciale sur la prise en charge de cette maladie en République démocratique du Congo. Cette émission sera animée par notre consoeur Brigitte Moupani. Dans la province du Katanga, où il est allé participer à la conférence de Mines sur la bonne gouvernance, le ministre des Médias a déployé quelques activités. Lambert Mendo Malanga a notamment rencontré l'inspecteur provincial de l'église kimbangiste du Katanga, une occasion pour lui de visiter l'ancienne prison où a été incarcéré le prophète Simo Kimbangu. Regardez. Une prison de Kasombo, située sur l'avenue Likasi dans la commune de Lubumbashi, a reçu dans la matinée de ce vendredi 1er février 2013 un visiteur de marque. Il s'agit du ministre de la Communication, Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Sous la guidance de l'inspecteur provincial de l'église kimbangiste Katanga, M. Katiji Chaouta, le ministre Lambert Mendo Malanga, qui s'est fait accompagner du chef de division de la communication, du directeur provincial de la RTNC et de quelques collaborateurs, a découvert ce que recèle ce lieu qui a vu la passion du prophète Simon Kimbangu, lieu devenu un véritable site touristique. Une prison dans un enclos avec un lieu pour la présence et châtiment des prisonniers. 2 blocs constitués de cellules pour les femmes et hommes condamnés à mort. Un dispensaire, une cuisine et un magasin. Ici, le ministre Lambert a découvert toutes les cellules qui ont été tour à tour occupées par l'un de ceux qui ont mené la lutte pour la libération de l'homme noir. Disons que le prophète Simon Kimbangu a été emprisonné le 20 janvier 1922 et est mort d'une mort naturelle le 12 octobre 1951 à l'hôpital Jason Sendwe. Selon la tradition orale, la présence de ce grand homme de Dieu dans ces lieux d'incarcération était à la base de plusieurs apparitions mystérieuses.
raison pour laquelle ce lieu est aussi considéré comme étant saint. La fin de la visite a été ponctuée par quelques mots d'encouragement et de réconfort à ceux qui, pendant des lustres, ont concouru à la protection de ce patrimoine historique, mot couché par le ministre Lambert Mende dans le livre d'or. Lambert Mende parle de son pèlerinage. Je viens aujourd'hui de pénétrer quelques détails qui me manquaient dans la lecture de l'œuvre immense de ce grand homme qui a marqué l'histoire de notre pays depuis le début de ce siècle. Et je remercie sincèrement les responsables de l'église kimbanguiste dans la province du Katanga qui m'ont... Restons toujours au Katanga où d'intenses travaux de réhabilitation s'effectuent sur les tronçons routiers Ngouba-Lubudi. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la réunification de la RDC par voie routière. Le directeur général de l'Office des routes a constaté avec satisfaction le déroulement des travaux, nous dit Blaise Boko Kassonza. Le programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière est une réalité dans notre pays. De Bukangalonzo dans le Bandundu, en passant par Kassomeso et Ngouba dans le Katanga, ça bouge partout. Sur l'axe routier Ngouba-Lubudi par exemple, les travaux de réunification ont commencé depuis le 17 janvier dernier à la grande satisfaction de la population locale. Nous remercions juste notre gouvernement de la RDC. On dit tellement grand merci de nous avoir rétabli cette route. Nous voulons que cette route soit faite parce que cette route nous orienteront pour voir les produits alimentaires venant de Lubudi ou de Kamina et nous approvisionner ici. Sur les 147 km prévus pour la réhabilitation, 7 le sont déjà en moins d'un mois. L'Office des routes Katanga a déployé engins et personnel pour l'exécution des travaux. Je suis satisfait. Malgré qu'il y a quelque chose qu'il faut améliorer, mais je suis satisfait. La détermination de toutes les parties est démise pour la réalisation des 10 travaux initiés par le gouvernement central sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est ainsi que le directeur général de l'Office des routes s'y est rendu pour évaluer les niveaux d'exécution. Il en sort satisfait. Je suis content, non seulement de voir que les travaux avancent bien, mais content aussi d'avoir porter un message, expliquer les enjeux et les défis de ce programme. Des camions-bennes, des chargeurs, des niveleuses, des compacteurs, aucun engin n'a été oublié pour l'exécution des travaux d'ouverture et de rechargement des matériaux, y compris des saignées. À l'allure où vont les choses, il y a de quoi espérer voir la RDC relier ses coins et recoins par la route. Ce peut être difficile, mais pas impossible à celui qui croit. À la fin de ce journal, vous suivrez en page magazine le ministre des Travaux publics Fridolin Kaswechi qui vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route Kassemene-Kambu, toujours dans la province du Katanga. Carino Airlines, c'est la nouvelle compagnie aérienne centrafricaine qui va désormais desservir le ciel congolais. Le vol inaugural a eu lieu dernièrement à l'aéroport international de Njili. Anastasie Doumbou. Désormais, Kinshasa sera relié avec toutes les villes de l'Afrique centrale sans escale grâce à la nouvelle compagnie Carino Airlines dont le siège est situé en République centrafricaine. Cette nouvelle société aérienne va desservir en vol direct Bangui-Douala, Pointe-Noire-Kinshasa-Bangui. Le vol inaugural de cette ligne s'est effectué ce samedi 2 février 2013. L'aéroport international d'Njili a accueilli un bon monde à cette occasion. La réalisation de ces projets est le fruit du protocole d'accord signé le 12 décembre 2012 entre le gouvernement centrafricain et celui de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre d'intégration des voies aériennes dans la région des Grands Lacs. Carino Airlines est une société privée centrafricaine qui va organiser 2 vols par semaine grâce à son Boeing 737-200 de 108 places. Le premier vol commercial aura lieu le mardi 5 février courant. Cette jeune compagnie dispose des appareils performants qui garantissent la sécurité des voyageurs et de leurs biens. Le PDG de Carino Airlines, Trad Saïd, consul honoraire de la République centrafricaine à Matadi, s'est exprimé. Remercier l'autorité de la République démocratique du Congo et les responsables de la RVA qui ont contribué
pour que cet avion arrive à Kinshasa. Au mois d'avril, il y aura un deuxième 737-300. Le prix, c'est abordable avec cette compagnie, que les Kinois aussi peuvent aller directement à Pointe-Noire. Il y a des vols directs. TradSAD a par ailleurs invité les hommes d'affaires à appointer les vols de Carino Airlines, car la politique d'ouverture prônée par cette compagnie est dynamique. C'était en présence du DG de cette société, M. Trad Nasser, et le chargé d'affaires de l'ambassade de la République centrafricaine à Kinshasa, Marcel Koima Larry. Une délégation de la Banque mondiale conduite par le ministre de l'Industrie Rémy Musungai a visité le site des ventes abritées, la zone économique spéciale de Maluku. La délégation s'est dite satisfaite de l'évolution du projet. Ludor Balekelai et Jean-Marie Kadiata Mouinaminaï. C'est dans le cadre de l'évaluation du projet pilote de la zone économique spéciale de Maluku que Paul Numba, directeur sectoriel du secteur privé de la Banque mondiale, à la tête d'une forte délégation de son institution, a visité ce dimanche ce site situé dans la commune de Maluku. C'était sous les explications du ministre de l'Industrie Rémy Musungai Bampale et des experts de la cellule d'appui à la zone économique spéciale, un service technique de son ministère. Après avoir été édifié sur le choix du site, le plan de son aménagement et le schéma directeur déjà achevé, ainsi que les conditions favorables à la création de cette zone, Paul Numba a dit sa satisfaction qu'il exprimera également au conseil d'administration de la Banque mondiale au mois de mai prochain. Moi, j'étais fortement impressionné par la qualité du système de communication pour desservir ce site, pour y accéder. Les routes sont en bon état, le fleuve permet un accès et puis il y a une piste d'atterrissage et de décollage dans un ancien aérodrome. Donc en termes d'accessibilité, le site est fondamentalement bien. Et puis je pense que ce n'est pas quand même un hasard que ce site ait été retenu. Il y a déjà des installations industrielles qui ont jadis fonctionné aux alentours. Moi, je suis confiant. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a réaffirmé la détermination du chef de l'État et du gouvernement de la République à concrétiser le projet des zones économiques spéciales comme pôle de croissance afin d'engager la République démocratique du Congo sur la trajectoire de la compétitivité industrielle. Le gouvernement de la République attache un grand intérêt à l'implantation des zones économiques spéciales qui se trouve être la vision politique du chef de l'État en matière d'industrialisation. Ici est de noter que plusieurs industriels congolais ont déjà répondu favorablement à l'appel d'offres pour avoir des espaces où implanter leurs industries sur ces sites pilotes de Maluku. La résolution des problèmes liés à l'aide aux populations affectées par l'insécurité alimentaire, un seul point au centre de l'atelier ouvert aujourd'hui à Kinshasa consacré à la sécurité alimentaire. Floribert Kinangamoussachi. Les conséquences de l'insécurité alimentaire affectent les capacités cognitives de la population et réduisent la productivité au travail. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'implique dans l'analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité organisée en collaboration avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation, et l'IFPRI, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. C'est le directeur de cabinet de l'agriculture et du développement rural, le professeur Alexis Makumiaviri, représentant le ministre qui, dans son discours d'ouverture de cet atelier, définit mieux les objectifs visés par cette nouvelle approche commune avec les partenaires intervenants dans notre pays dans la réorientation des politiques de sécurité alimentaire en faveur des populations affectées en République démocratique du Congo. Ces efforts aboutissent difficilement aux résultats escomptés à cause des déplacements massifs et répétés des conflits armés. La partie est du pays, qui comprend les provinces du Nord et du Sud Kivu, la province orientale, la province du Maniema et le Nord Katanga, est toujours caractérisée par les déplacements répétés des populations suite aux activités des groupes armés. Le protocole d'accord PAM-IFPRI tombe en point nommé. Il permettra d'actualiser les données sur la sécurité alimentaire par rapport à celles contenues dans les CFSVA conduites par le PAM et le gouvernement en 2007-2008. Une nouvelle plateforme politique dénommée Coalition des Patriotes pour la République, CPR, vient de voir le jour à Kinshasa. Ce rassemblement politique opte pour une opposition responsable. C'est un commentaire d'Odilon Kayuma.
La coalition des patriotes pour la République, en sigle CPR, voilà une nouvelle plateforme de l'opposition qui voit le jour en République démocratique du Congo. Elle compte en son sein des partis politiques, des associations de la société civile et de personnalités politiques indépendantes. Il s'agit des CDPS, de MRM, de l'UED Verco, de PCA, de la JMA, de l'ABACO, de la MUPECO, de l'AS2I et de MPESA. Pour le président du bureau exécutif Belchika Kaloubi, François Xavier, ce rassemblement prône l'esprit d'ouverture sans exclusive et le dialogue comme outil par excellence pour l'intérêt général de Congolais. Malgré certaines divergences qui par ailleurs peuvent exister, puisque nous ne sommes pas tous fabriqués dans le même moule, mais face aux enjeux de la nation et par rapport à l'intérêt général, nous pouvons trouver un tronc commun qui nous permettra, que ce soit dans le dialogue, que ce soit au niveau de certaines questions importantes s'agissant du pays, d'avoir le même discours. En clair, la CPR se veut être un instrument au service de la nation congolaise, capable de revendiquer les droits et devoirs des citoyens congolais en proposant des solutions alternatives. Concernant les concertations de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23, la CPR insiste sur la tenue du dialogue national à Kinshasa. Dialogue devant traiter des questions liées à la survie de la nation congolaise afin de poser les jalons d'une paix durable à la République démocratique du Congo. Le bilan économique 2012 présenté par le Monde des Affaires sera au rendez-vous ce soir à 21h sur nos antennes. Ce sera à travers le discours du président national de la FEC, Albert Youma. Un rendez-vous à ne pas manquer, nous dit Joël Lunginza. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Kasangana Mbengu de la RTNC, Emile Mboui Kabongo, président de la mutuelle Bakodila, annonce aux amis, connaissances et les ressortissants de Benakabangu le décès ce dimanche 27 janvier 2013 de leur cousin et fils Patrick Mukendi, fils de feu André Mukendi Kasongo Madimba, ancien journaliste de la RTNC. Le programme se présente comme suit. Vendredi février 2013 sera consacré à la levée du corps du sanatorium de Makala, tandis que la journée de samedi 2013 verra intervenir l'exposition du corps à la maison communale de Bandalungwa avant la cérémonie d'inhumation à 13h au cimetière de Kintambo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Odilon Kayuma qui l'a réalisé. Jules Lombo Keshita l'a coordonné sous la direction de Guillaume Koukoumamengi Pongi. Jacques Chibouaba Meji, Doris Mozo Tamboué, Nene Maïnzana et Yvette Makuntima ont concouru à sa rédaction. Roger Monsi était l'interprète des malentendants. Retrouvés tout à l'heure à 23h. Mami Esther Kaboueboui. Demain à 7h, prenez rendez-vous avec Lisette Mujinga Mutombo. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver lundi prochain. J'espère bien. Au revoir.